Depuis son apparition, l'homme a cherché à explorer l'inconnu. Par curiosité, par nécessité, il s'est ainsi lancé dans la conquête de l'espace et s'interroge depuis quelques années sur l'existence d'une autre planète habitable afin de pouvoir subvenir aux besoins des générations futures. Les ressources de la planète Terre viennent en effet à manquer. L'homme consomme environ 1,5 planète et consommera en 2050 l'équivalent de 3 planètes Terre. Il est alors question de la survie même de l'humanité, et il va devenir urgent de trouver un moyen de survie. Déménager tout ou partie des populations de la Terre ne semble pourtant pas être la méthode la plus simple. Mais avons-nous le choix ? La survie de l'humanité est un enjeu trop important pour le prendre à la légère, et tous les moyens pour y parvenir doivent être envisagés, surtout quand ils semblent indispensables. Mars est la planète du système solaire la plus proche de la Terre et, par conséquent, s'est imposée comme la plus accessible. L'homme s'est alors posé une nouvelle question. Peut-on rendre Mars habitable ? Peut-on vivre sur Mars ? Dès lors, l'homme s'est focalisé sur la planète rouge et différents programmes spatiaux ont été engagés, notamment l'envoi de rovers sur Mars. C'est le cas de Curiosity, Opportunity, Spirit et bien d'autres, qui ont eu pour objectif de découvrir les caractéristiques de cette planète alors inconnue et mystérieuse. Afin de rendre Mars habitable, il faut réaliser sa terraformation, qu'on appelle aussi biosphérisation, c'est-à-dire qu'il faut apporter des modifications à la planète afin de créer des conditions de vie semblables à celles de la Terre. Nous pourrons ainsi espérer que l'être humain puisse y habiter durablement. Est-ce possible ? Peut-on terraformer Mars ? J'ai rendez-vous maintenant avec mon équipe afin d'étudier d'abord les caractéristiques de Mars et ensuite s'interroger sur sa possible terraformation. Ouais, c'est clair. Merci. Paul-Antoine, biologiste, Calixte, physicien, et Quentin, spécialiste de Mars, vont, je l'espère, m'éclairer au sujet de ce projet fantasmagorique de terraformation. C'est effectivement important de s'interroger sur ce que Mars est et ce qu'elle a été avant de demander sa terraformation. Tout d'abord, la Terre n'a pas toujours été la seule planète habitable du système solaire. En effet, Mars a connu de nombreuses ères géologiques qui sont le Noachien, l'Hespérien et l'Amazonien, dont la première qui a lieu il y a 4,5 milliards d'années, où les caractéristiques de Mars étaient sensiblement les mêmes que celles de la Terre, donc propices au développement de la vie. Tout d'abord, celle-ci présentait une atmosphère épaisse, constituée de dioxyde de carbone, de méthane, de vapeur d'eau, de diazote et de dioxyde de soufre. L'effet de serre était donc présent sur Mars, permettant ainsi des conditions de température et de pression nécessaires à la présence d'eau liquide. La présence de celle-ci est effectivement confirmée par une géologie démontrant l'existence d'anciens cours d'eau, de lacs et d'océans. Cette géologie est mise en évidence par les nombreux sédiments du régolithe martien, ainsi que par la présence de thorium, de potassium et de chlore. L'activité géologique de Mars était aussi proche de celle de la Terre, avec une tectonique active, prouvée par la présence de massifs et de vallées. Cependant,
son activité volcanique était faible, voire inexistante. De plus, la planète possédait un champ magnétique global généré par l'effet dynamo produit au centre de Mars grâce au mouvement des fluides et du noyau. Cet effet dynamo permettait l'existence d'une magnétosphère responsable de la protection de la planète face au vent solaire, ainsi responsable de la conservation de la pression et de la température. Or, un événement mit fin aux Noachiens il y a 3,7 milliards d'années. Il s'agit du grand bombardement tardif. En effet, suite à cet événement, Mars est devenue trop peu massive et n'a pas pu maintenir son activité interne gérée par les fluides responsables de l'effet dynamo. Ainsi, le champ magnétique est devenu très faible, causant d'une part l'absence de protection face au vent solaire et d'autre part la disparition de l'atmosphère épaisse, ce qui n'est pas sans conséquence. En effet, les conditions de température et de pression de la planète se trouvent donc modifiées et Mars devient froide et sèche, par conséquent inhospitalière et préjudiciable à la vie. C'est intéressant de savoir et de faire à quoi ressemble le planète aujourd'hui, à quoi ressemble Mars. Actuellement, Alors pourquoi choisir Mars et pas une autre planète ? En fait, différentes raisons font de Mars la planète la plus envisageable. Tout d'abord, c'est la planète du système solaire la plus proche. De plus, elle aurait été habitable auparavant et possède donc des caractéristiques en commun avec la Terre. On peut également noter que Mars est une planète tellurique du système solaire située à 228 millions de kilomètres du Soleil. De plus, elle possède une masse proche mais inférieure de celle de la Terre de 6,4 x 10 puissance 23 kg, ainsi qu'un diamètre lui aussi plus petit que celui de la Terre de 6791 km. Elle a aussi une durée de journée semblable de 24 heures et 37 minutes. Cependant, elle détient de nombreuses caractéristiques qui font d'elle une planète inhabitée et inhabitable, puisqu'elle possède des conditions de pression et de température rendant la vie aujourd'hui impossible. En effet, elle a une pression de 6,36 millibars, soit 6,36 x 10 puissance moins 3 bars, et une température avoisinant les moins 63 degrés en moyenne, pouvant descendre jusqu'à moins 140 degrés et pouvant monter jusqu'à 20 degrés. Concernant son atmosphère, il présente la plupart des éléments chimiques de l'atmosphère terrestre, cependant ceux-ci ne sont pas dans les mêmes quantités. En effet, l'oxygène étant trop peu présent, 0,1%, contrairement au dioxyde de carbone qui représente 96% de l'atmosphère martienne. La terraformation de Mars lui permettra donc de modifier ses caractéristiques actuelles afin de rendre la vie possible sur cette planète, pour l'instant hostile à la vie. Lors de cette réunion, de nombreux problèmes ont été résolus, mais de nouvelles questions se sont posées. Mars possède donc des caractéristiques qui lui sont propres, mais quelles sont les conditions d'habitabilité qui lui font défaut ? Je retrouve donc notre expert de Mars et notre biologiste afin d'en savoir plus sur les conditions d'habitabilité. Alors, qu'est-ce qui permet, Paul-Antoine, qu'un être vivant puisse vivre sur une planète ? Alors de nombreuses conditions sont nécessaires à la vie d'être vivant sur une planète. La Terre est jusqu'ici le seul exemple de planète abritant la vie. Nous nous baserons donc sur cette dernière pour établir les conditions d'habitabilité. Pour qu'une planète puisse accueillir la vie et qu'elle puisse s'y développer, celle-ci doit présenter un certain nombre de critères. Ce sont les 4 conditions d'habitabilité. Premièrement, elle doit avoir une masse suffisante, lui permettant d'être tellurique. Cette même masse permet aussi le maintien de certains gaz, constituant l'atmosphère. De plus, celle-ci doit être composée d'éléments chimiques, semblables à ceux de l'atmosphère terrestre, tels que le dioxygène nécessaire à la respiration cellulaire, le dioxyde de carbone et l'ozone, intervenant dans le phénomène d'effet de serre. L'ozone permettant aussi de protéger les êtres vivants des rayons ultraviolets. D'autres éléments chimiques sont indispensables, tels que l'azote ou encore l'argon. De plus, elle doit être située à une bonne distance d'une étoile,
pour permettre la présence d'eau liquide. D'autre part, l'étoile la plus proche doit posséder une puissance peu variable et ne doit pas être trop massive pour avoir une durée de vie suffisante. Enfin, elle doit disposer d'un champ magnétique suffisant afin de protéger des rayons cosmiques et des éruptions solaires. Alors Quentin, qu'en est-il pour l'application de ces caractéristiques sur Mars? Sont-elles applicables à la planète rouge? En ce qui concerne Mars, celle-ci répond à la plupart des conditions d'habitabilité. Tout d'abord, l'étoile de Mars est le Soleil, et donc toutes les conditions qui concernent la nature de l'étoile sont remplies, étant donné qu'elles le sont pour la Terre. Malheureusement, Mars ne possède pas de champ magnétique protecteur des vents solaires. La planète rouge est située en bordure de la zone d'habitabilité, donc comme la planète est plus loin du Soleil, elle reçoit les vents solaires avec moins de puissance et est donc moins sensible à ce genre de problème. Ainsi, l'atmosphère martienne mettrait au moins 1000 ans avant d'être sérieusement affectée une fois reconstituée. Cela laissera le temps aux technologies d'évoluer considérablement, les habitants de la planète trouveront sans doute d'ici là une solution et pourront, dans tous les cas, compenser les pertes de gaz en réinjectant au fur et à mesure, mais actuellement, il est impossible de le prévoir. Quant à la présence d'eau liquide sur Mars, je pense que c'est une question pour notre physicien. Exactement. Pour cela, on va trouver le photographe qui présente l'état de l'eau en fonction de la pression et de la température. La pression sur Mars est à peu près comme ça. Ici, millibars. C'est-à-dire 10 fois 10 par moins 3 bars. La température, quant à elle, est en moyenne de moins 63 degrés, mais peut aller jusqu'à moins 140 degrés, même 20 degrés Celsius. Comme on voit, pour 140 degrés Celsius, l'eau est sous forme solide. C'est également le cas pour moins 63 degrés Celsius. Et pour 20 degrés Celsius, avec sa pression, l'eau est sous l'état gazeux. Et donc je mets de liquide sur car la pression est trop basse pour être toujours au fond de l'eau qui parfois, dans le cas où l'eau est extrêmement salée. Pour obtenir de l'eau liquide, il faut monter la pression et la température afin d'arriver au fond. Comme sur Terre, l'eau. Mars est une planète tellurique. Elle présente donc une atmosphère, mais actuellement celle-ci n'est pas assez épaisse et ne permet pas l'effet de serre. Il faudra donc l'enrichir en tous les gaz essentiels à la vie, tels que le dioxyde de carbone, l'ozone et le dioxygène, pour former une atmosphère plus épaisse, permettant d'augmenter la température et la pression, ainsi que d'empêcher le passage des UV. Le dioxygène n'étant pas ou très peu présent dans l'atmosphère martienne, il faut étudier s'il peut y rester. Si c'est le cas, ce le sera aussi pour tous les autres gaz, car ils sont plus lourds. Calix, peux-tu nous expliquer comment ce gaz peut-il être maintenu dans l'atmosphère? Bien sûr, pour savoir s'il y a un gaz coincé dans l'atmosphère de la Terre, il faut savoir si la vitesse liée à l'énergie thermique, c'est-à-dire à la vitesse de molécules qui fait de température, est bien inférieure à la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse de pouvoir atteindre la molécule pour pouvoir s'échapper de l'atmosphère de la Terre. Je vais commencer par calculer les vitesses liées à l'excitation thermique. C'est tout le vitesse partielle des choses. Le cas, c'est la constante de Boltzmann. Celle-ci vaut 1,38 fois 10 exposant moins 23 mètres au carré pour kilogramme par seconde au carré par Kelvin. Je sais que la température en Kelvin est bien. Je sais que la température les plus hautes que nous pouvons atmosphère sont de 700 degrés Celsius. Je passe, on analyse le biodegré, cette température ne prononce jamais une visée que nous. Je vais nous garder l'arbre de Mandel, qui est de 6,3 degrés. L'oxygène, c'est la masse de la molécule qui ne pas. Et le mol de dioxygène, c'est 30 degrés. Dans le mol, il est de 10 fois 10 puissance 23 molécules. Donc, une molécule, 32 divisé par 6 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire 5,3 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire 5,3 fois 10 puissance 28 kg. Du coup, de temps, ça nous donne 9,10 exposant 2 mètres par seconde. Du coup, maintenant, il faut calculer la vitesse de libération. Elle est donnée par cette formule. Le G, c'est la constante gravitationnelle. Elle est 6,67 fois 10 puissance 11 mètres cubes par kilogramme
Mars doit donc changer certaines de ses caractéristiques afin de devenir pleinement habitable. Cependant, il est nécessaire de suivre certaines étapes. Grâce à mon équipe, nous avons vu les conditions nécessaires à la vie, mais Mars ne répond pas pour l'instant à toutes ces conditions. Il faudra donc voir comment appliquer ces conditions sur Mars. Il est temps pour notre spécialiste de Mars et notre physicien d'expliquer comment débuter la terraformation de la planète rouge. Salut, ça va? Bonjour. Hey, salut. Salut John. La terraformation de Mars, nous l'avons vu, nécessite une augmentation de la température et de la pression atmosphérique. Cela est la première étape du processus. Pour cela, il faut s'appuyer sur les réserves de CO2 présentes à l'état solide sur la planète. Il existe deux principales réserves. La première est la calotte glaciaire. La deuxième est le régolithe martien, c'est-à-dire le sol de Mars. La première étape consiste à enclencher le processus de sublimation de la couche superficielle de la calotte glaciaire du pôle sud de Mars. qui est composé presque uniquement de dioxyde de carbone. Ensuite, le CO2 libéré met en place un effet de serre qui entretient le phénomène. Pour cette étape, plusieurs approches sont envisagées. Le bombardement nucléaire du pôle sud martien devrait permettre un choc thermique enclenchant le processus. Une autre approche consiste à tirer des lasers très puissants depuis la Terre. Il est également envisagé de construire un miroir de 240 km de diamètre en orbite autour de Mars afin de rediriger les rayons solaires sur la planète, augmentant ainsi sa température. Enfin, l'approche que nous avons étudiée consiste à modifier l'albédo, sachant qu'un albédo plus important correspond à une meilleure réflexion des rayons lumineux, en y larguant de la poudre noire, soit par action sur place, soit par bombardement par des petites météorites s'éclatant à la surface. L'absorbance de la glace carbonique des rayons solaires est ainsi augmentée, ce qui provoque une augmentation de la température et donc de la fonte de la calotte glaciaire. Un passage de l'albédo de 0,77 à 0,73 suffirait à enclencher le processus. Après cela, la température aura suffisamment augmenté par effet de serre pour que le reste des calottes glaciaires entre petit à petit en fusion, des zones les plus concentrées en dioxyde de carbone jusqu'aux zones où le mélange est le plus aqueux. Calixte, peux-tu démontrer le processus d'albédo? Je suis un petit peu sceptique. Regardez, nous faisons congeler la même quantité d'eau dans 3 boîtes de pétri distinctes. Ensuite, on en recouvre une de poudre de carbone noire. Elle est exposée avec une autre à la lumière. On observe bien que la glace a plus fondu lorsqu'elle était noircie. De la même manière, noircir la glace carbonique de Mars lui permet de fondre sous l'action du Soleil. La deuxième étape, à savoir la libération du gaz carbonique présent dans le régolithe martien, dépend essentiellement d'une donnée à ce jour parfaitement inconnue. La température à partir de laquelle le régolithe libère le dioxyde de carbone au lieu de le stocker. Si cette température est atteinte à la fin de l'étape précédente, alors le phénomène s'enclenche par lui-même. Le cas échéant, le projet est fortement compromis. La seule solution consiste soit à tirer des lasers sur Mars, soit à lancer des bombes nucléaires, soit même à construire des incinérateurs à régolithe sur place. Dans tous les cas, la logistique très importante à mettre en place rendrait le projet si coûteux et complexe qu'il n'aboutirait sans doute jamais. Si le coup de pouce à apporter est relativement faible,
La meilleure solution sera alors d'injecter dans l'atmosphère des gaz à effet de serre très puissants de synthèse, tels que l'hexafluorure de soufre, SF6, dont le PRG sur 100 ans est de 22 800, c'est-à-dire qu'une molécule de ce gaz, en 100 ans, réchauffe 22 800 fois plus l'atmosphère qu'une molécule de dioxyde de carbone sur la même période. À la fin de cette étape, la pression sera sans doute située entre 500 et 1000 millibars. La température ayant suffisamment augmenté, elle sera d'au moins 0 degré au niveau de l'équateur, ce qui enclenchera la fusion de la glace d'eau présente dans le sous-sol martien, ce qui va rétablir le cycle de l'eau. Et la température va augmenter encore sous l'effet de cette eau, jusqu'à plus de 30 degrés, l'absorption du dioxyde de carbone par les océans restant minimale par rapport à l'effet de serre de la vapeur d'eau. Finalement, l'augmentation de la pression et de la température, ainsi que la mise en place d'un effet de serre, est une condition sine qua non pour terraformer la planète rouge. Cette augmentation est donc réalisée par libération du dioxyde de carbone, d'abord de la calotte glaciaire, puis du regolithe. Cela est enclenché par l'action de l'homme. Nous avons pu constater que pour augmenter la température et la pression, et par conséquent créer une atmosphère, peut être réalisé par différentes méthodes, plus ou moins onéreuses et efficaces. Après avoir préparé la planète, peut-elle enfin accueillir la vie ? Afin de répondre à cette question, j'ai rendez-vous avec le professeur Paul-Antoine Pigère, notre biologiste. La planète Mars, avec une bonne physique, a une bonne température et une bonne pression. Et est suffisant pour accueillir la vie. Alors, globalement, non, là, on ne parle pas d'oxygène sur Mars, il n'y a pas d'oxygène ni de glucose. Cependant, certaines bactéries, qui sont extrémophiles, peuvent venir sur la planète et de plus, ça peut être génétiquement modifié pour mieux survivre. En ce moment, toutes ces bactéries, alors, effectivement, oui, je confirme que ça fait partie d'enrichir l'atmosphère et apporter la composition sur Terre. En effet, certaines bactéries, les cyanobactéries, peuvent synthétiser du dioxygène en action biochimique, donc plus par rapport aux lumières, pour rencontrer la photosynthèse. Alors, Antoine, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la photosynthèse? Alors, oui, bien sûr, je vais d'abord commencer par la définition. La photosynthèse est le processus par lequel certains végétaux et bactéries, en présence de lumière, réalisent une réaction biochimique à partir de molécules minérales, telles que le dioxygène ou l'eau, afin de produire des molécules organiques glucidiques. Ce phénomène permet une absorption de CO2 et un dégagement d'O2. Ces êtres vivants sont composés de cellules eucaryotes, contenant des chloroplastes, organites, où se déroule la réaction. Cette réaction a donc bien pour effet d'enrichir l'atmosphère en dioxygène. De l'eau est indispensable à la réaction, mais ce n'est pas un problème car le cycle de l'eau est alors rétabli. Il faut noter que les êtres vivants devront survivre dans un milieu d'abord très pauvre en dioxygène, alors que ce gaz est essentiel au processus de respiration cellulaire. Ils devront donc se contenter dans un premier temps du dioxygène qu'ils produisent. Nous avons donc mené une expérience permettant de déterminer si les cyanobactéries, des organismes unicellulaires et photosynthétiques, en sont capables. Il apparaît donc que le taux de dioxygène augmente bel et bien. Les cyanobactéries sont bien aptes à effectuer cette étape de la terraformation de Mars. Le défaut de la photosynthèse est qu'elle aboutit à un appauvrissement de l'atmosphère en dioxyde de carbone, ce qui va aboutir à un refroidissement. Ce n'est pas dans un premier temps grave, et même nécessaire, la température étant située aux alentours de 30 degrés. Cependant, il faut compenser ensuite par l'ajout d'un second gaz à effet de serre. Cependant, une question demeure. Assez de dioxyde de carbone, CO2, va être utilisé dans ce processus.
Cela ne reflète pas le climat de cette terre. Et comment d'ailleurs, afin de répondre à ce problème, nous produisons en âge des effets de serre plus puissants. Le méthane qui sera produit par des êtres unicellulaires. Le meilleur gaz trouvé pour remplir ce rôle est le méthane. Il n'est pas toxique, peut être émis par certains êtres vivants et est un excellent gaz à effet de serre. En effet, son PRG sur 100 ans est de 23. Les êtres vivants pouvant le synthétiser sont les archéméthanogènes, des organismes prokaryotes distincts des bactéries. Ils sont pour la plupart anaérobiques stricts. Ils ne peuvent vivre en présence de dioxygène. Ils vivent sur Terre dans des couches sédimentaires des marécages. Le bilan chimique de la forme de la synthèse du méthane la plus répandue est la réaction de Sabatier. Le dihydrogène provient des réactions de fermentation et de décomposition en milieu anaérobie. Il est donc absolument nécessaire, pour que la réaction puisse avoir lieu, d'avoir sur Mars des milieux sédimentaires pauvres en dioxygène. Cela est possible car il y aura déjà des cyanobactéries. Mais peut-être faudra-t-il apporter d'autres espèces végétales, favorisant l'apparition de ces milieux dans les marécages. L'autre gaz essentiel à la vie est l'ozone, par son rôle protecteur face aux rayons ultraviolets. Ce dernier se forme spontanément par les réactions du dioxygène aux rayons solaires, et forme ainsi une couche protectrice. Cette réaction étant naturelle, il faut simplement attendre qu'elle ait lieu sur Mars. L'homme n'a pas besoin d'intervenir. Une fois ces étapes franchies, il ne restera plus qu'à importer d'autres espèces végétales et animales pour que l'écosystème s'équilibre et ne soit pas trop sensible, grâce à sa diversité, à l'apparition de maladies. L'homme pourra alors s'installer sur Mars. Merci pour l'envoi de cette interview qui nous a beaucoup aidé et nous avons mal compris comment réaliser la dernière étape de la terraformation de Mars. Ce temps de recherche nous a apporté une réponse. La terraformation de Mars est donc possible, mais difficile. La planète rouge a été habitable par le passé, pendant l'ère géologique du Noachien, jusqu'au grand bombardement tardif. Cependant, Mars n'est pas habitable aujourd'hui, car bon nombre des conditions d'habitabilité manquent à l'appel. La planète n'est néanmoins pas intrinsèquement hostile à la vie. La terraformation de Mars est étroitement liée aux réserves de dioxyde de carbone présentes dans la calotte glaciaire et dans le régolithe, le sol martien. La libération de ce CO2 est une condition sine qua non de la création d'une atmosphère, et ce phénomène doit être enclenché de manière artificielle, dont les hypothèses les plus fantasmagoriques ont vu le jour afin d'y parvenir. Ensuite, il faut apporter du dioxygène nécessaire à la vie. Cet apport peut être fourni par des bactéries photosynthétiques, des cyanobactéries. Seulement, ce processus conduit à l'appauvrissement de l'atmosphère en CO2 et peut conduire à un refroidissement de la planète déjà très froide. Afin de pallier au manque, il faut renforcer l'effet de serre grâce à des gaz à effet de serre plus puissants, tels le méthane, produits par des organismes unicellulaires dits méthanogènes. En définitive, la terraformation de Mars est donc potentiellement réalisable. Le processus décrit précédemment est valide et réalisable par l'homme avec les moyens technologiques actuels. Nonobstant, le coût et la longueur du processus peut être 1000 ans. Aussi, beaucoup d'inconnus demeurent dans l'équation de la terraformation de la planète rouge. La volonté de terraformer Mars paraît volatile, presque chimérique, et tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais la même question me tourmente et revient. Avons-nous le choix ? L'espèce humaine épuise, jour après jour, de plus en plus, les ressources de la Terre. Les solutions proposées sont multiples, et celle de déménager l'humanité sur une autre planète pourrait un jour être ultime. Une autre question demeure alors. Les dirigeants de notre planète enclencheront-ils le processus à temps ? Alea iacta est.